Temps de lecture 7 minutes. L'affaire remonte au 16 mars 1978. Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne, est enlevé par les Brigades rouges, via Fani, à Rome, alors qu'il se rend au Parlement pour ratifier un compromis historique entre les communistes, parti et démocratie chrétienne. 5 policiers de son escorte sont assassinés. Aldo Moro est fait prisonnier, incarcéré dans une prison dite populaire, condamné à mort à l'issue d'un simulacre procès, puis exécuté après plus 50 jours détention qui constitue le plus long psychodrame politique. L'après-Italie, la guerre est le point culminant du terrorisme d'extrême gauche en Europe. Depuis près d'un demi-siècle, l'affaire Moro n'a cessé d'inspirer d'innombrables films livres médiocres. Un imbroglio d'histoires mêlant escouades de brigadistes, exaltés et stupides. Une démocratie chrétienne à l'agonie. Les services secrets. La loge P2, véritable mafia en l'État. Le Vatican, véritable État dans l'État. Jusqu'à CIA agissant dans les coulisses. Il est vrai que ce sont les questions sans réponse qui produisent des histoires, le plus souvent complotistes, comme l'ont bien montré l'assassinat des Kennedy et l'attentat du 11 septembre 2001. Le bas des lettres. L'affaire Moro de Leonardo Sciascia tourne le dos à cette tentation. L'essai ne dit presque rien sur les circonstances de l'enlèvement, ni ne cherche à pénétrer dans la soi-disant « prison du peuple ». Rien de nouveau ou qui n'ait déjà été rendu public. Les éléments de preuve que l'écrivain Leonardo Sciascia cherche à faire parler sont des lettres. Un paquet de lettres, écrites par Moro pendant sa détention. Bref, il fait ce que personne ne voulait faire pendant la détention de l'homme politique: écouter l'otage. Et prendre au sérieux ses appels répétés à la négociation. Cette longue plaidoirie solitaire qui se heurte au silence du pouvoir. Grasset dans ses lettres qu'il envoie quotidiennement à sa famille, au parti, à la presse. Aldo Moro plaide en faveur d'un compromis avec les Brigades rouges. Il invoque tour à tour le droit constitutionnel, jurisprudence des échanges de prisonniers entre États ennemis, responsabilité politique de ceux qui l'ont poussé à prendre présidence du parti, l'autorité présumée du pape sur démocratie chrétienne, le devoir d'aider sa famille. L'affrontement armé entre l'État et Brigades rouges se transforme en querelle épistolaire entre les dirigeants de la démocratie chrétienne et le prisonnier Aldo Moro, sous l'arbitrage de ses geôliers qui se bornent à poster lettres. L'affaire Moro n'a sous-titre pas d'essai, de récit, encore moins roman. C'est un livre hors catégorie, même si l'on peut y voir une référence à l'affaire Cala de Voltaire. Car viser ce livre n'est pas littéraire, ou bien dans un sens radicalement nouveau qui ferait de la littérature affranchie naïveté narrative. Un nouveau champ d'observation des phénomènes du langage aux prises avec le pouvoir. Travaillant, dans une houle coupure journaux et avec le dictionnaire Tomaseo solide au milieu. Comme un brise-lame, Leonardo Sciascia concentre toute son attention sur l'angle d'Aldo Moro, celle dirigeant la démocratie chrétienne. Presse. Celui des communiqués Brigades rouges. Il examine chacune des lettres du détenu. L'amas de ses phrases écrites. Dans ce style d'essai alambiqué que Leonardo Sciascia qualifie de « langage du non-dire » et dont Aldo Moro, selon Pasolini, fut l'inventeur. L'affaire est l'enjeu de deux fictions rivales, celle du pouvoir, la fiction de l'État, et celui des Brigades rouges, la fiction du peuple. Avec la précision d'un médecin légiste, Leonardo Sciascia se consacre exclusivement à son corpus. Cet imbroglio de langage juridique, politique, religieux, comme si l'auteur du crime s'y était caché, s'y était enduit, comme si l'intrigue n'était pas policière ou même narrative, mais linguistique. L'épigraphe du livre le dit assez, la phrase la plus monstrueuse de toute: quelqu'un est mort au bon moment.
Cette phrase d'Elias Canetti, tirée du Territoire de l'homme, identifie d'emblée la nature de cet imbroglio et le suspect inattendu selon Leonardo Sciascia, coupable du crime d'État perpétré contre Aldo Moro. Telle est la sentence. Personne fictive. Si Leonardo Sciascia n'a pas tenté d'écrire une histoire, même fictive, de l'affaire Moro, c'est qu'elle était déjà assez fictive en soi. Pas besoin d'en rajouter. C'est l'enjeu de deux fictions rivales, celle du pouvoir, la fiction de l'État, et celle des Brigades Rouges, la fiction du peuple. Leonardo Sciascia cherche les dévoiler dans leur langage, à montrer comment la fiction de l'État, dans ses versions successives, a condamné Aldo Moro. De même que la fiction du peuple construite par les Brigades Rouges condamnait aussi Aldo Moro à mort. Cette rivalité se déploie ici dans une lutte rhétorique, une compétition entre registres de sémantique, rhétorique. Leonardo Sciascia s'intéresse à la façon dont un homme parlant, Aldo Moro, est pris dans cet univers divisé. Comment un homme d'État enfermé une fiction de l'État, se retrouve prisonnier dans la prison du peuple enfermé la fiction du peuple. Comment un homme tombe d'une fiction dans une autre et y perd sa langue, son latin. Comme aurait dit Pasolini, ce que décrit Leonardo Sciascia n'est pas acte ou un événement dont il faudrait restituer les différentes séquences, l'intrigue, la tension narrative, mais processus de décomposition de la langue italienne. Il a dû essayer de dire avec le langage du non-dire. Se faire comprendre en utilisant les mêmes instruments qu'il avait adoptés et expérimentés pour ne pas se faire comprendre. Il devait communiquer en utilisant le langage de l'incommunicabilité. Par nécessité, c'est-à-dire par censure et autocensure. En tant que prisonnier. Comment dire avec le langage du non-dire? Communiquer avec le langage de l'incommunicabilité. C'est tout le drame. Cette classe politique va s'engloutir armes et bagages à la suite de l'affaire Moro. Qu'il s'agisse hommes d'État pendant 50 jours se sont tus, refusant le dialogue avec celui à refuser se taire. Ou des hommes Brigades Rouges ont exécuté Aldo Moro dans un garage, un revolver muni d'un silencieux. L'usage du gérondif transformait un meurtre dans le problème de syntaxe. Nous concluons donc la bataille commencée le 16 mars en exécutant la peine à laquelle Aldo Moro a été condamné. L'affaire Moro se clôt donc sur ce bref communiqué des Brigades Rouges, leur dernier mot, car eux aussi seront engloutis. Et sur ce gérondif présent, l'exécution de la sentence, qui autorise toute spéculation. Comme le souligne Leonardo Sciascia, le libellé du communiqué de presse laissait planer un doute sur l'exécution. Avait-il déjà eu lieu? Était-elle en cours? Ou en attente d'une sortie encore possible? Il l'a suspendue dans un présent indéfini. D'ultime recours. Remise de demande grâce en attente. L'usage du gérondif ouvrait la voie à toutes les interprétations. Toute notre attention est focalisée sur gérondif. Écrivait le lendemain rédacteur en chef du journal chrétien-démocrate Il Popolo. Il est douteux, commente Leonardo Sciascia, qu'une concentration sur le gérondif ait jamais servi ou puisse jamais servir à sauver une vie. Mais maintenant nous sommes dans le surréel. Plein d'espoir. Le gérondif s'élève comme un ballon à hydrogène. Flotte entre directions des partis, les rédactions des journaux, la radio, la télévision, conversation populaire. Pas le gérondif présent du verbe exécuter, mais le mot « gérondif ». Vie irréelle. Mort virtuelle. Le communiqué des Brigades Rouges annonçait la mort d'Aldo Moro en le virtualisant. L'utilisation du gérondif a transformé un meurtre en un problème syntaxique. La vie et la mort d'Aldo Moro perdent leur réalité, elles ne sont présentes que dans un gérondif. Elles ne sont qu'un gérondif présent. Conclut Leonardo Sciascia. Si vie d'Aldo Moro était devenue irréelle, l'exposition de son cadavre
penché dans le coffre d'une Renault 4 rouge. À mi-chemin entre le siège de la démocratie chrétienne et celui du Parti communiste italien. Rue des boutiques obscures. A tourné sa mort en verdict collectif pour classe politique. Après des semaines silence gênant, de mensonges officiels, d'obscurités entretenues, calculs hypocrites, celui qui avait fini par se virtualiser en gérondif leur a été renvoyé sous la forme d'un cadavre. Surexposé. À la une. Le même que ses amis avaient cessé de reconnaître dans ses écrits. Ce n'est pas l'homme que nous connaissons, ont-ils affirmé comme un seul homme dans une pétition qui sera considérée comme un exemple d'ignominie chrétienne. T-il eu conscience de rejouer reniement de Pierre qui n'a reconnu le Christ que lorsque Koch a chanté 3 fois? Les révélations sur la loge P2 et le rôle qui jouait Giulio Andreotti n'ont fait que confirmer ce caractère de secte secrète de la démocratie chrétienne. Avec pratiques occultes, langage codé, jargon, masque, et ses sacrifices rituels. Sous l'affaire Moreau, Leonardo Sciascia a mis au jour une affaire d'une toute autre ampleur, la décomposition morale, politique, et donc linguistique, de la démocratie chrétienne. Jamais auparavant l'enfouissement du pouvoir dans le langage n'avait été ainsi caractérisé. Jamais les hommes du système n'avaient été ainsi décrits. Embourbés dans le jargon, enduits d'un langage poisseux, par nécessité, pour survivre, même en automate, en masque.